On a tous ce sentiment parfois que les mots utilisés par nos institutions sont comme creux, vidés de leur sens. Eh bien, ce sentiment n'est pas du tout nouveau, c'est un symptôme, un avertissement qui a été identifié il y a plus de 2400 ans. Et on va voir ensemble pourquoi il est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Qui n'a jamais lu un communiqué de presse ou écouté un discours pour se dire à la fin « mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?» Cette fameuse langue de bois, ces euphémismes, cette complexité qui semble parfois intentionnelle. D'où ça vient, ce sentiment que le langage officiel, au lieu d'éclairer la réalité, a l'air de la fuir? C'est exactement le point de départ de notre réflexion. Ce malaise que l'on ressent face au langage, ce n'est pas une angoisse du XXIe siècle, loin de là. C'est une crise que les grands penseurs de la Grèce antique avaient déjà parfaitement identifiée. Et ils nous ont laissé des outils d'analyse incroyablement pertinents pour comprendre notre propre époque. Voilà, on est au cœur du diagnostic. Cette phrase, elle est tirée d'une pièce d'Aristophane qui s'appelle Les Nuées, et sa puissance est redoutable. Ce qu'Aristophane nous dit ici, c'est que la corruption la plus profonde, elle n'est pas économique ou politique au départ. Non, elle est linguistique. Tout commence quand on parvient à inverser la valeur morale des choses par le simple usage des mots. Et ça, c'est le point crucial. La véritable menace, selon les Grecs, est insidieuse. Elle n'arrive pas avec un grand fracas. Elle s'installe tout doucement, mot après mot. Quand le langage commence à se décoller de la réalité, à flotter, eh bien c'est tout notre système de valeurs qui devient instable. Le bien peut devenir mal, et le mal peut se parer des vertus du bien. Bon, alors, comment ça marche concrètement ce mécanisme? Ce n'est pas un accident, c'est une véritable technique. Une technique qu'on pourrait appeler le rebaptême. Le langage cesse d'être un miroir fidèle de la réalité pour devenir un coussin, un amortisseur, voire carrément un écran de fumée. Prenons des exemples concrets, tirés de notre propre langage administratif. Une carence, c'est-à-dire un échec clair, est rebaptisée une difficulté de coordination. Vous voyez? Le mot est plus lisse, moins brutal, et surtout il déresponsabilise. Dans le même ordre d'idée, ce qu'on devrait appeler une lâcheté va se déguiser en prudence. La réalité, elle, n'a pas changé. Seule l'étiquette a été modifiée pour la rendre plus acceptable. On peut même décomposer cette dérive en 3 étapes très claires. Au début, le langage est sain. Il sert à décrire ce qui est. Puis, dans un deuxième temps, il commence à couvrir, à enjoliver. C'est l'ère des euphémismes. Et enfin, arrive l'étape la plus grave, l'inversion. C'est là que le langage sert à dire le contraire de la réalité, exactement comme nous en avertissait Aristophane. Et quand cette pratique du rebaptême n'est plus occasionnelle, mais qu'elle devient systématique, ça devient ce qu'on peut appeler une technique de gouvernement. On pense bien sûr aux sophistes de l'Antiquité, tant critiqués par Platon, et on peut faire un parallèle assez troublant avec certains conseillers en communication d'aujourd'hui. L'objectif n'est plus de résoudre les problèmes, mais de gérer la perception qu'on en a. Alors, passons à la question essentielle. En quoi est si grave ? Après tout, ce ne sont que des mots. Eh bien non, ce glissement du langage a des conséquences morales et civiques absolument profondes. Ça n'affecte pas seulement notre vocabulaire, ça affecte notre âme de citoyen. C'est un autre grand penseur grec, l'historien Thucydide, qui a parfaitement analysé cette conséquence morale. Relisons cette phrase, elle est glaçante d'actualité. Quand une société en arrive à avoir honte de l'honnêteté, qui est alors perçue comme de la bêtise, et à s'enorgueillir de la malhonnêteté, du moment qu'elle est habile, c'est le signe d'une décadence morale déjà bien avancée. Et tout ça, ça a un coût civique très, très concret. Quand les mots perdent leur sens, la distinction entre le juste et l'injuste devient floue. Les scandales n'en sont plus vraiment, ils sont banalisés, intégrés au fonctionnement normal. Notre capacité collective à identifier ce qui est bon pour la communauté, le fameux bien commun, est directement touchée. Parce que comment résoudre un problème qu'on n'arrive même plus à nommer correctement? Alors que faire? Est-ce qu'on est condamné à subir cette dégradation? Non. La pensée grecque ne nous donne pas seulement le diagnostic. Elle nous offre aussi les remèdes. Il s'agit s'équiper, de pratiquer une sorte d'autodéfense intellectuelle. C'est un concept fondamental, l'hygiène intellectuelle. Ce n'est pas un luxe pour intellectuels, c'est une nécessité citoyenne. Ça consiste simplement à ne plus écouter passivement, mais à examiner activement les mots qui sont utilisés. Car ces mots en disent très long sur ce que l'institution ose encore nommer, ce qu'elle préfère cacher, et parfois ce qu'elle a renoncé à voir. Voici une méthode toute simple en 3 temps. D'abord, première étape, faire attention à ce qui est dit, mais surtout à ce qui est passé sous silence. Deuxième étape, traquer les euphémismes. Et à chaque fois se demander qu'est-ce que ce mot est conçu pour cacher. Et enfin, le test ultime, est-ce que ce discours clarifie la situation ou est-ce qu'il la rend encore plus obscure?
Pour aller encore plus loin, on peut se poser la question test de Thucydide en observant notre société. Qui est-ce qu'on applaudit? Qui mettons en avant? Ceux qui sont habiles, même si leurs méthodes sont douteuses, ou ceux qui sont honnêtes, même si ça les fait passer pour des naïfs? La réponse à cette question, c'est un excellent baromètre de notre santé morale collective. Tout ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, le tout premier pas est très simple. Il ne demande aucun diplôme, juste de l'attention. Il s'agit de rouvrir les yeux sur les mots, de ne plus les laisser glisser sur nous sans réagir. Cette prise de conscience, c'est le début de toute forme de résistance intellectuelle. Au final, cette analyse nous ramène inévitablement à nous-mêmes, au-delà des discours des institutions. Dans nos vies, nos entreprises, nos conversations de tous les jours, quels mots choisissons-nous? Est-ce qu'on valorise l'honnêteté ou l'habileté, la clarté ou le confort de l'ambiguïté? C'est peut-être en répondant à cette question, chacun pour soi, que l'on commence vraiment à réparer le langage,